Bonsoir Olivier. Bonsoir. Manuel Valls affirme que des centaines d'individus sont susceptibles de s'organiser en France, commettre des actes terroristes au nom d'Allah, au nom d'un islamisme radical. Est-ce que le ministre de l'Intérieur dispose de chiffres précis ? Je crois que c'est plutôt une évaluation, mais d'abord elle est plausible. Et puis avec cette déclaration, Manuel Valls cherche à provoquer un choc psychologique, un choc de conscience, montrer que finalement nous sommes confrontés à un énorme défi dont il faut prendre conscience. Alors il dit le terrorisme, ça ne concerne pas seulement la police, la justice, l'ensemble de la société française, donc ça veut dire que ça concerne chacun d'entre nous. Et il a raison. Parce que ces terroristes-là ne viennent pas de l'étranger, ils sont français, ils sont le produit de la société française. Mohamed Merah était français. Jérémy Félix Louis Sidney était français, totalement français et converti, comme d'ailleurs la plupart de ceux qui sont interpellés et entendus en ce moment. Et donc endoctrinés dans des prisons ou sur Internet par des imams qui leur vendent de la valorisation à bon compte en leur expliquant que tuer au nom de Dieu est un acte glorieux qui leur vaudra une rédemption éternelle. Et voilà le genre de balivernes, de sottises immondes qui les font agir. D'accord, mais enfin, Olivier, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Oui, et c'est bien la raison pour laquelle ça nous concerne tous. Parce que le terrorisme, évidemment, ça n'est que la partie de l'image émergée, la partie émergée de l'iceberg. Tous les intégristes ne sont pas des terroristes, ne sont pas violents, mais l'intégrisme est le terreau sur lequel se déploie la justification de la violence. Et tandis que toutes ces idées prolifèrent comme des cellules cancéreuses, nous détournons le regard. On pense de temps à autre, mais de temps à autre seulement, aux atteintes aux droits des femmes, à ces classes dans lesquelles il n'est plus possible de dire certaines choses parce que ça déplaît à des élèves pro-palestiniens, ou bien encore aux croix gammées ou aux excréments qui sont déposés dans les boîtes aux lettres de nos compatriotes juifs. Enfin, vous savez bien que dans ces cas-là, il faut aussi penser à nos compatriotes musulmans. Et il est indispensable de ne pas faire l'amalgame, de souligner que l'immense majorité de celles et ceux qui sont de confession musulmane doivent condamner cela, et qu'ils le condamnent. Mais bien sûr, il faut le souligner, évidemment, mais en même temps, il ne faut pas être timide et bien comprendre que la priorité, ce doit être la dénonciation de l'antisémitisme, de l'anti-juif, comme dit Manuel Valls. Parce que l'anti-juif, il ne se contente pas de blesser des sensibilités, il tue. Et quand on s'attaque à un compatriote juif français, on ne s'attaque pas à un juif, on s'attaque à un Français tout simplement. Et donc, à nous tous, à travers lui. Eh bien, il faut comprendre que chaque geste dans la vie perpétré par un intégriste que nous ne relevons pas, que nous acceptons par lassitude ou parce que nous ne voulons pas le voir, est traduit immédiatement dans le camp d'en face comme étant un acte de soumission. Et c'est le sésame pour tous ces cinglés qui veulent absolument nous asservir, que l'on soit chrétien, juif, musulman, laïc, bouddhiste, que sais-je, français tout simplement. Voilà, nous asservir, nous, français. Olivier Mazerolle, si ces jeunes tombent dans le radicalisme religieux, c'est en passant en général par la case prison. C'est aussi parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment sanctionnés. Ils gardent en eux un sentiment d'impunité. C'est ce que pensait ce matin Nicolas Dupont-Aignan, le député qui est à la tête du mouvement Debout la République. Il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur BFM TV et RMC. Aujourd'hui en France, il y a une impunité pour les caïds, pour les voyous. Et comme ils ont une impunité permanente sur des petits délits, puis après des plus graves délits, c'est des braquages, c'est des passages à tabac. Et vous accusez la justice de ne pas faire son travail ? Oui, je l'accuse, oui. Oui. Et ça fait des années que je le dis. À chaque délit, il doit y avoir une sanction. Et la sanction doit être proportionnée et doit être immédiate. Ce n'est plus le cas dans notre pays aujourd'hui depuis longtemps. On va continuer d'en parler avec Routh El-Krief et Olivier Mazerolle. Sentiment d'impunité, comment doivent réagir les pouvoirs publics ? Routh, bonsoir. Bonsoir Alain. Ça doit interpeller aussi Christiane Taubira. Vous avez des nouvelles de la garde des Sceaux, puisqu'on parle du radicalisme qui passe par la prison aussi, on devrait l'entendre. On entend beaucoup Manuel Valls. Je l'ai appelé cet après-midi pour lui demander de répondre à mes questions et de l'interviewer, effectivement. Bon, et la réponse a été ? La réponse est on va réfléchir. Non, mais ce qui est vrai, ce qui me frappe, moi, pour revenir un peu sur ce que disait Olivier, c'est qu'on a l'impression que les politiques redécouvrent la Lune. C'est une affaire qui existe depuis 1995.
ou en tout cas qu'on a localisé, qu'on a repéré depuis 1995. On a tous fait des reportages sur la manière dont la prison était un lieu où on convertissait l'affaire Khaled Kelkal, après le gang de Roubaix, tout à fait différemment, mais qui rapproche et qui était quand même un acte antisémite terrifiant. C'était le gang des barbares. Mohamed Merah, il y a quelques mois. Et on a le sentiment qu'à chaque fois, on redécouvre la Lune et qu'on redécouvre un phénomène qui existe, qui s'est enraciné, qui est évidemment extrêmement minoritaire, il faut bien le répéter, mais qui en même temps grignote et pourrit la vie à la fois des musulmans modérés et des juifs qui vivent dans ces quartiers, évidemment. On entend beaucoup cette expression, c'est l'ennemi de l'intérieur. Et face à l'ennemi de l'intérieur, c'est donc une vigilance, comme vous le disiez tout à l'heure, Olivier, qui doit nous interpeller les uns et les autres. Les uns et les autres, absolument, à commencer par les parents, d'ailleurs, tout simplement, qui peuvent déceler quelques dérives. Et puis, effectivement, les milieux scolaires, les milieux judiciaires, bien évidemment, les médias, les médecins, les hôpitaux, bref, ne pas tolérer le moindre acte fondamentaliste. Mais puisque vous parliez de la justice tout à l'heure, j'aurais quand même vous indiquer que après la tragédie de Toulouse, Mohamed Merah, il y a 3 jeunes garçons qui ont été attaqués à coups de marteau par un musulman converti encore, français donc, voilà, à coups de marteau à Villeurbanne. Cet homme, ou ce garçon, est en liberté. Tout simplement parce que la justice a estimé que voilà, il n'y avait pas de raison de le mettre en détention préventive ou provisoire, comme on dit maintenant. Mais c'est une atteinte à la laïcité, j'allais dire, au principe fondamental de la République française. C'est donc pas seulement une atteinte aux personnes, c'est une atteinte à ce qui fait la cohésion de la société française. Et vous savez comment il s'est expliqué, ce garçon ? Il a expliqué que finalement, tout simplement, il n'était pas du tout contre les Juifs, puisque sa grand-mère, pendant la guerre, a-t-il dit, avait sauvé beaucoup d'Israéliens. Ah ben on y vient, tiens, d'Israéliens. Israël n'existait pas à cette époque-là. Donc il a confondu Israéliens et Israélites. Et on voit bien comment fonctionne toute cette propagande. Il faut arrêter de tout mélanger. On peut critiquer Israël, mais ne pas confondre juifs, israélites, français et israéliens. J'ai entendu quelques voix durant le week-end dire aussi que la solution n'était pas qu'à Paris, n'était pas que dans nos banlieues, n'était pas justement qu'auprès de nos politiques, qu'elle passait aussi par un règlement du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on doit faire un lien ou pas ? Non, mais il faut quand même aussi éviter l'hypocrisie sur cette question, parce que c'est vrai on peut tout à fait parler de la politique du gouvernement israélien, mais en même temps, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, et dans la dénonciation d'Israël, dans son existence, dans son droit à l'existence, il y a une remise en question et un amalgame qui est fait par beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui dans les quartiers et qui portent atteinte à la cohabitation et à la coexistence. Donc il faut aussi arrêter de penser que cette question, elle est totalement détachée. Elle n'est pas détachée complètement. Il faut que les musulmans français soient aussi très clairs sur le droit à l'existence d'Israël et parce que c'est aussi une manière de remettre en question la coexistence avec les Juifs de France. Mais après, de discuter évidemment de la politique du gouvernement israélien, de la condamner, c'est tout à fait normal et possible. Mais il y a une remise en question de l'existence même d'Israël par un certain nombre de groupuscules ou de groupes et qui influencent les jeunes musulmans des quartiers et qui empêchent les professeurs de parler de la Shoah, de parler de la création de l'État d'Israël dans les cours d'histoire en première, en terminale, qui posent un très gros problème. Et il faut aussi arrêter d'être hypocrite sur cette question. Il faut aussi dire, il faut aussi que les choses soient claires là-dessus. J'ai encore entendu des voix dire il faut arrêter l'hypocrisie aussi sur ces programmes qui sont relayés par les télévisions satellites, qui sont des incitations à ne pas respecter les lois de la République, quelles qu'elles soient, qui appellent les jeunes, alors qui ont une faille en eux, bien sûr, parce que la très très grande majorité ne les écoute pas. Ces programmes venus peut-être d'Arabie Saoudite, du Qatar et autres. Et qu'il faut peut-être couper le robinet, fermer le robinet à image. Fermer le robinet, mais des discours de haine tous les jours. Dans la mondialisation, c'est pas facile avec Internet aussi. Mais je pense, là on a entendu hier, je pense que c'était très justifié, des responsables du culte israélite dire on voudrait, on fait pas l'amalgame, il faut surtout pas faire l'amalgame, évidemment, mais en même temps on voudrait bien entendre tous les imams et pas seulement les représentants de la communauté musulmane au sens élitiste du terme, dire qu'ils condamnent. Aujourd'hui,
Monsieur Moussaoui, qui est le président du Conseil national français, représentatif du national français du culte musulman, dit mais nous condamnons au nom de l'islam, etc. Et les fondamentalistes ne sont pas dans nos mosquées. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Avant que je ne lise sa déclaration, j'étais informé qu'un imam, je ne dirais pas d'où, parce que et vous allez comprendre pourquoi je ne dirais pas d'où, mais un imam en France, dans une localité française, dans une ville française, a prévenu le rabbin qu'il connaît, avec lequel il entretient de bonnes relations, qu'il avait entendu dans sa mosquée que des actes pourraient être commis contre sa synagogue dans les jours qui viennent. Résultat, le rabbin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police, et donc la synagogue, aujourd'hui, est protégée. Mais en tout cas, c'est bien dans la mosquée qu'on a dit ça. Bien sûr, quand même. La reconquête, c'est maintenant. Qui le dit pour passer à un autre chapitre de notre vie politique du jour? C'est Arnaud Montebourg. Enfin, il l'entend, le sous-entend lorsqu'il visite aujourd'hui des usines spécialisées dans le secteur automobile. Exemple à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, 3400 personnes qui fabriquent des moteurs pour PSA, pour Renault et pour BMW. Et alors, Arnaud Montebourg, il était notamment avec Philippe Varin, vous savez, du groupe PSA. Et alors, Arnaud Montebourg a esquissé ce qui pourrait être une stratégie économique, c'est-à-dire une sorte de donnant-donnant. Il dit, écoutez, vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment pour la compétitivité d'une baisse des cotisations sociales, mais si on baisse les cotisations sociales, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, ce sera aussi pour qu'il y ait de l'investissement productif. Donc, il faudra que ce soit acté officiellement par le gouvernement. Bon, c'est la note Montebourg. Elle est intéressante, elle pèsera certainement dans le débat, mais pour le moment, on n'en est pas là. Et tous ceux qui parlent de baisse des charges patronales ne parlent pas pour le moment de donnant-donnant. Hein. C'est pas très clair. Oui, puis, je n'ai pas bien compris. Oui, je vois bien ce qu'on attend des entreprises. Vous restez en France, vous mettez l'argent, vous investissez ici dans le secteur et dans le tissu économique local, français, productif. Écoutez, si la réglementation faisait fonctionner l'économie, l'Union soviétique serait les États-Unis aujourd'hui. Voilà. Une tribune au vitriol, signée Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était dans les colonnes du Figaro aujourd'hui. La maire de Longjumeau dans l'Essonne, la présidence de François Hollande, dit-elle. C'est le règne de l'amateurisme. C'est fade, c'est triste. Et puis, elle parle des bourgeois de la politique qui se sont déguisés, bedaines effacés, sourire patelin, qui se révèlent arrogants, menteurs et tricheurs. Députée UMP de l'Essonne, maire de Longjumeau, Nathalie Kosciusko. C'est un langage qui ne lui ressemble pas vraiment. Vous voyez, elle parle d'Arnaud Montebourg en tant que ministre du budget méprisant, ministre de Cahuzac. L'industrie, il est vociférant. Et ministre de l'économie, c'est-à-dire monsieur Moscovici, il est absent. Quel bel attelage, dit-elle. Il y a le talent personnel de Nathalie Kosciusko-Morizet et puis peut-être quelques conseils d'un spécialiste de médias qui lui dit qu'il faut qu'elle muscle son discours pour être plus présente, que sais-je. Hein. On a le sentiment d'une sorte d'opération, non? Ça veut dire qu'on est dans la com juste pour exister en ce moment dans le débat politique? Moi, j'ai un peu le sentiment qu'elle force un peu le trait parce que peut-être... alors elle n'est plus en compétition pour la course à la présidence de l'UMP. Elle n'a pas choisi son camp encore, Nathalie Kosciusko-Morizet. Je trouve qu'elle force un peu le trait dans le langage, je veux dire, dans la manière de s'exprimer. Peut-être pour qu'on la remarque plus, et peut-être parce qu'il y a une étude qualitative qui a indiqué que, comme femme très jolie, rousse, etc., elle était peut-être un peu évanescente et qu'il fallait qu'elle muscle un peu son discours. D'accord. Bientôt, elle va nous faire les pains au chocolat aussi, alors, Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a une volonté d'exister. Voilà, on n'est pas obligé de partager les termes qu'elle utilise. En revanche, elle rejoint beaucoup de critiques qu'on formule même souvent ici à ce micro, sûr, mais pas avec ces expressions-là. C'est la tonalité du langage, voilà. C'est la tonalité. Oui. Et la multiplication des adjectifs. À gauche, on a dit d'accord pour la critique, mais alors s'il vous plaît que ce soit une opposition digne et pas une opposition de roquet où on entend les gens aboyer. Voilà ce que l'on a répondu. En même temps, c'est pas si méchant non plus, hein. C'est juste un effet de style. Non, mais c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit François Hollande et ses ministres sont des politiques de la 4e République, ce qui, vu par le parti UMP, est le péché capital. 4e République, c'est dramatique. Donc voilà, est-ce que on a une ligne directrice, franchement, je ne veux pas adhérer aux propos précis et aux adjectifs qu'elle utilise. La ligne directrice, pour le moment, on la cherche encore. Bruno Le Maire, vous savez, l'ancien ministre de l'Agriculture, il n'a pas choisi son camp au sein de l'UMP, mais il préfère montrer l'exemple. L'ancien ministre a démissionné de ce qui était son corps d'origine, son corps d'activité, le Quai d'Orsay, ministère français des Affaires étrangères, où il aurait pu revenir en cas de prochaine défaite aux législatives. Cela lui assurait pourtant, s'il était resté, s'était revenu au Quai d'Orsay, une rémunération comprise entre 8 000 et 22 000 euros et 1 200 euros de retraite en fin de carrière. Comment justifie-t-il, Bruno Le Maire, il dit, écoutez-moi,
excusez-moi, je suis un électron libre, je fais ce qui sont... J'applique mes convictions et je veux oxygéner la vie politique. Oui, c'est ça, c'est une remise en question du fonctionnement du système français qui est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une certaine facilité pour les élites à aller faire de la politique quand on sait qu'on va avoir son siège de haut fonctionnaire qui vous attend bien au chaud. Donc c'est assez courageux de la part de Bruno Le Maire, mais il met le doigt sur quelque chose de vrai. J'ai une idée. Vous vous souvenez, peut-être que Raymond Barre avait été candidat à l'élection présidentielle en 1988. Et dans son programme, il avait proposé tout simplement qu'un fonctionnaire élu à la députation, à la fin de son premier mandat, soit il renonçait définitivement à son statut de fonctionnaire, soit il renonçait à se représenter. Ben voilà un projet de loi que le gouvernement Ayrault pourrait proposer et qui serait sûrement très populaire dans les rangs des députés. Tandis que celui sur le cumul des mandats passe. Mais voilà, mais plutôt que le cumul des mandats, réduisons le nombre de députés et faisons surtout en sorte qu'il y ait un brassage social dans la représentation nationale française, parce qu'en effet... C'est ce que veut Bruno Le Maire, c'est ce qu'il souhaite aussi. En effet, si vous voulez être député aujourd'hui, ben, la meilleure solution, c'est d'être fonctionnaire, parce que comme ça, vous êtes sûr de ne jamais perdre votre emploi. Ou d'être fille de ministre, Martine Aubry, la transition est toute trouvée, fille d'homme politique, Martine Aubry. Oui, ça aide. Excusez-moi, ça aide, ça peut aider. Votre emploi, parce que vous êtes désolé. Ça peut aider aussi. Martine Aubry qui est convoquée prochainement pour une possible mise en examen dans le cadre d'une enquête sur les dégâts provoquée par l'amiante. La justice s'intéressant à son action dans les années 80. Alors dans les années 80, elle n'était pas ministre, elle était haut fonctionnaire au ministère du Travail. Donc en fait, c'est madame le juge Berthella Geoffroy qui est au ministère de la Santé et qui cherche à savoir ce que les hauts fonctionnaires de l'époque savaient précisément de la dangerosité de l'amiante. Martine Aubry a dit qu'elle répondrait à la convocation. Il y a un petit problème d'agenda à Calais et qu'elle donnerait tous les éléments qui sont en sa possession. Il pourrait y avoir une mise en examen. Voilà. Écoutez, on verra. Moi, je ne sais pas du tout s'il y a une responsabilité quelconque de l'administration à l'époque et au niveau de Martine Aubry. Sincèrement, là, je suis incapable de répondre en attendant, dans à les cette question. 2 prochains jours, ça va se jouer à l'Assemblée nationale puisque demain et mercredi, c'est le Parlement qui va voter, avec bien sûr le Sénat et l'Assemblée nationale, le traité budgétaire européen, la loi organique qui met en œuvre la règle d'or budgétaire. A priori, il ne devrait pas y avoir de surprise pour le vote du scrutin, pour l'adoption de la loi. Ce qu'on regardera attentivement, c'est de quelle manière elle est adoptée, combien de votants, les suffrages exprimés. Ah mais la loi elle sera adoptée très largement. Qui s'est abstenu ou pas? C'est ça que l'on regardera, c'est le scrutin. Le traité va être adopté avec une faible majorité à gauche, voilà, à l'Assemblée nationale, mais la loi elle va être adoptée beaucoup plus largement, puisque les Verts qui vont voter contre le traité demain voteront après-demain la loi. Même les députés socialistes qui voteront contre le traité voteront la loi organique.